Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, heure du Cameroun. Alors que hier, le ministère de la Santé publique annonçait de nouveaux chiffres sur la pandémie pour ce qui est du Cameroun, 685 cas, 43 guéris, 9 décès, le chef de ce département ministériel au cœur de la stratégie de lutte contre le Covid-19 au Cameroun vient de nommer 2 responsables d'unités de prise en charge hospitalière des cas Covid-19 dans les régions du centre et du littoral. Le professeur Sobgui Eugène aura la charge de coordonner les unités dans le centre, tandis que le professeur Louma Henry Namin s'occupera de la région du littoral, une région où certaines structures d'accueil des patients Covid-19 boudent le choix porté sur elles. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouvelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, question autour de la prise en charge. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Eric Pépin-Bikaï. Bonsoir Eric. Bonsoir Serge. Bonsoir à l'ensemble de tes milliers de téléspectateurs. Et je profite de cette tribune ce soir pour te rendre hommage par rapport à la lutte que tu mènes pour la sensibilisation de cette maladie. On a également pu découvrir sur tes antennes le fait que tu présentes aux yeux du monde la qualité de nos experts à travers les 4 continents. Là, on le savait, mais on avait de la peine à y coller des visages. Et depuis près de 2 semaines maintenant, il y a un balai de médecins chevronnés, d'ici et d'ailleurs, qui essayent d'occuper cet espace pour présenter un peu au Cameroun les stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Vivement que ce travail ne soit pas un travail vain, que les autorités gouvernantes essayent de tendre la pêche à ces enfants-là qui sont de l'autre côté et qui peuvent être d'une utilité dans la lutte contre cette pandémie. C'est également le sens de mon propos ce soir, que le gouvernement essaie aussi d'intégrer l'expertise de ces enfants qui sont de l'autre côté et qui ne veulent que cela pour apporter leur contribution par rapport à la lutte contre cette pandémie que j'ai souvent coutume d'appeler cette guerre biologique. Ok, merci Eric Pépin-Bikaï. En face de vous, Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et tous les Camerounais hors de ce pays qui vous suivent. Permettez-moi également, si vous le voulez bien, de dédier cette émission en votre nom certainement à quelqu'un, un aîné, Frédéric Aïssi, qui est décédé à Yaoundé hier, qui était un libre penseur, qui était quelqu'un qui suivait cette émission, au-delà du fait que la quasi-totalité des radios de Yaoundé et les présentateurs des émissions interactives le connaissaient très bien, nous ne pouvons que, par la voix de votre émission, lui souhaiter un repos à son âme. Et beaucoup plus pour sa femme, Janine Aïssi, qui aujourd'hui est pleurée parce que Frédéric Aïssi était plus qu'un père pour elle. Donc nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de prières pour cette famille-là. Maintenant, si vous me permettez également, je voudrais dire que chez nous, on s'est quand même tapé sur les doigts lorsque un enfant a dérangé, mais qu'on soit aussi capable de dire merci à un enfant lorsqu'il a fait des commissions. Je prends cette figure de style pour vous féliciter également, parce que depuis que cette pandémie est là, vous n'avez de cesse programmer des émissions avec des spécialistes pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer. Et je pense qu'il est de bon ton quand nos autorités, il peut arriver souvent que les autorités tapent sur les doigts. Vous vous souvenez, l'actualité il n'y a pas longtemps, où Equinox avait été taxé de, c'est pas médias qui
encouragent, c'est pas les ONG. Mais aujourd'hui, quand il y a la pandémie, lorsqu'il y a la maladie qui est là, et que Equinox également a pris les dispositions pour informer le peuple, pour éduquer le peuple, il est également nécessaire que ces mêmes autorités reconnaissent quand même le travail. Cela veut dire que peut-être on peut bien faire et en même temps on peut mal faire. Il faut donc faire justement cette, j'ai envie de dire, cette différence-là. Il suffit pas de taper sur les mains lorsqu'on a mal fait, peut-être, mais il faut également féliciter lorsque c'est bien fait. Donc vous avez également mes encouragements et une bonne partie, une bonne brochette du peuple camerounais qui regarde cette émission, je vous assure, comme ces derniers temps, les bars sont fermés, vous pouvez donc être rassuré que votre émission est suivie par un bon nombre, sinon tous les Camerounais qui ont le courant et qui ont la télévision, en ce moment sont scotchés. Donc, félicitations non seulement à vous, mais à la grande équipe qui vous accompagne et la maison Equinox dont vous servez. Nous vous encourageons et nous souhaitons également que nos autorités puissent vous encourager dans ce sens. Je voulais juste un petit mot à la fin du propos de Raphaël, que la qualité des experts qui interviennent depuis le début de cette pandémie permet notamment d'édifier les populations, de les éduquer et de comprendre qu'ensemble, on peut arriver à trouver des solutions à la fois endogènes mais davantage exogènes avec leur apport. Mais surtout, en écoutant l'émission d'hier, j'ai suivi surtout le docteur Mathurin Pekniemp de Liège, qui a résolu un problème qui est en train de naître au sein des familles, le problème de la distanciation à l'intérieur du couple. Où il disait que non, à l'intérieur du couple, il n'y a pas de distanciation, on ne peut pas respecter cette distanciation. Mais à côté de ça, il prévenait justement le monde et les Camerounais que le coronavirus serait forcément à l'origine d'un boom des naissances. Et qu'il fallait justement qu'on commence à se préparer voilà. Donc ce sont toujours des enseignements qui sont de nature ça peut être que c'est la blague, mais ce sont des problèmes existentiels. Est-ce qu'il faudrait qu'au sortir d'ici, on commence à se préparer à avoir un boom de naissance? Voilà, direction Lomé au Togo. On nous attend le professeur Didier Koumavi Ekwevi. Voilà, j'y arrive. Bonsoir docteur, bonsoir professeur, vous êtes médecin épidémiologiste, chef du département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Bonsoir professeur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, je l'ai dit, vous êtes le chef du département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Professeur, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui? Alors que vous allez prendre la parole, quelle est la situation Covid-19 au Togo? La situation, elle est la suivante. Donc, nous avons eu le premier cas confirmé au Togo le 5 mars 2020. Et donc, aujourd'hui, à la date du 8 avril 2020, nous avons 70 cas confirmés, et 23 cas guéris et malheureusement 3 décès. Et si on prend l'ensemble des régions sanitaires du Togo, il y a 4 régions sanitaires qui sont touchées sur les 6 régions sanitaires que compte le Togo. Donc, pour résumer, c'est 70 cas et nous sommes actuellement à la phase ascendante de l'épidémie que nous essayons de suivre le jour le jour. Voilà, professeur, comment sont gérés ces 23... Non, vous avez dit 70 cas. Comment ils sont gérés au Togo? Il y a des établissements... Accueillir spécifiquement pour les accueillir? Donc, au Togo, ce qui est préconisé actuellement, c'est que nous avons un centre, qui est le centre hospitalier régional de Lomé Commune, qui a été dédié pour accueillir tous les patients qui sont des cas confirmés. Mais on a également retenu des hôtels pour accueillir depuis 2-3 jours les cas asymptomatiques, donc les cas qui sont asymptomatiques, qui ne présentent aucune manifestation clinique. Ces cas sont hospitalisés là-bas. Et enfin, il y a quelques voyageurs et puis également quelques cas contacts dont le suivi est difficile qui sont également hébergés dans un autre hôtel. Quant à l'intérieur, nous avons essayé, sur recommandation du ministre, d'avoir des centres d'isolement à l'intérieur du pays. Voilà comment gérer les différents cas que nous avons au Togo. Professeur, est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle vous pourriez atteindre le pic du Covid au Togo?
Non, ce qui est difficile dans l'estimation du pic, c'est que ce pic peut survenir en fonction des différentes mesures qui sont proposées. Comme les mesures ont été faites au pas par pas, il est très difficile de prévoir le pic exactement. Nous avons besoin d'avoir quelques données de modélisation, mais on sait généralement que lorsqu'on met en place des mesures de confinement, le pic va survenir autour de 15-12 jours. Il y a quelques modèles qui ont été proposés par des partenaires universitaires, mais il faut prendre tous ces modèles avec beaucoup d'attention parce que dans un modèle, c'est basé sur des hypothèses et en réalité, la vérité, personne ne le sait, ce sont que des projections. Donc, je ne pourrais pas aujourd'hui vous annoncer exactement quand est-ce que le pic va survenir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous suivrons l'épidémie le jour et que pour le moment, nous sommes dans la première partie de l'épidémie, qui est la phase ascendante de l'épidémie. Ok, je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Raphaël Ndougou, le professeur dit le 5 mars, c'est le premier cas là-bas, 5 mars 2020, aujourd'hui 8 avril, ils sont à 70 cas, 23 guéris, 3 décès. Le Cameroun, c'était à peu près à la même période aussi, début mars. Oui, et lorsque vous voyez, nous sommes à 685 cas. Pour 60 guéris et 9. Oui, 9 décès. 9 décès, oui. On est allé vite chez nous. Et puis, la réponse est celle que nous connaissons tous. Peut-être que le Togo avait fermé ses frontières avant, mais il se trouve quand même que nous, on l'a fait un peu en retard. Donc, on peut comprendre que ceux des Camerounais vivant à l'extérieur qui rentraient dans leur pays ou même qui sont allés à une mission sont revenus et peut-être ne sont pas allés se faire tester. À ce niveau-là, on peut comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun est allé vite sur ces chiffres-là. Voilà, il y a ce problème. On parlait des centres. Douala, il y a l'hôpital général de Douala qui, d'après la note de son directeur, est le seul service de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala a été réquisitionné pour la prise en charge des cas graves de Covid pour la ville de Douala. Mais il y a un autre problème, Eric Pépin Bikaï, c'est les petits centres. Vous avez Kololone, vous avez Lokbaba, Bonamoussadi aussi. Voilà. Non, pour le cas de Lokbaba, avant d'entrer dans ce studio, j'ai vu un communiqué de son directeur qui annonçait solennellement au public que le centre de Lokbaba n'a finalement pas été retenu comme centre de traitement du Covid-19. Et justement, il demandait au personnel de vaquer convenablement à leurs occupations professionnelles et en appeler la population à venir se faire consulter. Mais il faut noter qu'avant d'entrer également dans ce studio, j'ai reçu plusieurs coups de fil des habitants du quartier Nkololoun qui sont mécontents, Kassa la femme, qui sont mécontents par rapport au choix porté à leur centre, leur petit centre qui est à l'intérieur de leur quartier. Puis le monsieur qui m'a appelé, un certain monsieur Mbango, que je cite ici parce que c'était pas un appel anonyme, c'était un appel de détresse. Il disait que le centre de santé de Kololoun est logé ou alors est localisé dans un endroit d'une très grande agglomération populaire avec des activités et des habitations. Donc pour eux, déjà que cette maladie est en train de créer une psychose au sein de la population africaine, au vu de ce qui vient des médias occidentaux, toute la population a peur d'affronter cette maladie, qu'on soit jeune, moins jeune ou personne âgée. Et le fait que Nkololoun aujourd'hui soit choisi pour eux signifie forcément que Nkololoun peut être un foyer de contamination au lieu d'être un foyer d'éradication de la maladie. Oui. Donc, ils sont mécontents par rapport à ce choix et ils voulaient justement que leur centre de santé ne soit pas porté parmi les centres de santé dédiés au traitement des malades Covid-19 dans la ville de Douala. Nous revenons forcément tout au long de cette émission-ci pour proposer d'autres mesures, du moins d'autres propositions alternatives par rapport à cette mesure-là. Parce qu'il faut le dire, le professeur l'a dit tout à l'heure, que chez eux, ils ont essayé de créer ce qu'on appelle des centres d'isolement à l'intérieur du pays. Pas forcément à l'intérieur des grandes agglomérations. Mais ici, chez nous, on a comme l'impression qu'on ne met pas ce facteur au devant de la scène. Il faut bien qu'on soit capable de géolocaliser un point de traitement qui protège la population.
puisque peut-être compte tenu des éléments de propagation de cette maladie, la distance d'un mètre, il est fort probable que si le centre est choisi à l'intérieur des grandes agglomérations, que ce centre devient plutôt un centre de propagation de la maladie. Surtout un quartier comme Kololun, Kassalafam, avec tout ça bouge, il y a le marché central à côté. La prison de New Bell, étant donné que même au niveau de la prison aujourd'hui, les experts sont en train de réfléchir comment décongestionner les prisons par rapport à la propagation de ce virus. Donc, le centre de Kololun ne semble pas satisfaire aux attentes des populations qui habitent cette zone-là. Mais de manière géographique, la géolocalisation de ce centre-là par rapport à la lutte contre la maladie, pour ma part, je pense que les critères n'ont pas été respectés. Voilà, direction Stockholm en Suède, où nous attend le docteur Shea Karl-Hans. Bonsoir docteur, il s'exprime en anglais. Hein. Vous êtes immunovirologue, chercheur au Karolinska Institute of Stockholm. Good evening. Yeah, good evening, and Serge, and thank you for having me. Voilà, dites-nous la situation à un pays comme la Suède. On n'entend pas beaucoup parler. Quelle est la situation du Covid aujourd'hui, là-bas chez vous? Well, here in Sweden, we have almost 7,600 cases at the moment. And we have registered 500 and almost 600 600 deaths. And in Sweden at the moment, there is an average of 40 people dying every day from the coronavirus. And there are about 640 people that have gone through the intensive care. That means they have really been critically ill and have gone through the intensive care. Voilà, Dr Shea, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette, lorsque on compare avec la France, l'Espagne, l'Italie, qu'est-ce qui explique que la Suède soit un peu en dessous? Quelles sont les mesures que vous avez prises là-bas? Yeah, here in Sweden, I want to be clear here that this is something that's never happened before, and so everybody's trying to have different approaches that people deal with, and based on your resources. So, to be candid with you, Sweden has been a bit different in the way they are handling their situation compared to their neighbors, especially Denmark and Norway. The Swedish government has actually given the responsibility to the people to actually take good care of themselves. So there's nothing like some very strict, firm rules to follow. The only rules that the Swedish government has implemented is that you shouldn't be out in a place where there are more than 50 people, and they are banned that you cannot visit these homes that old people live. Here in Sweden, when you get old, you can move into a home where you are taken care of, and so you cannot visit those places. And also that even you have a family member who is in a hospital, who is sick of cancer, who is sick of or just malaria, for example. Okay, we don't have malaria here, but if you have anybody in hospital, you cannot visit them. So otherwise, the rules about staying at home, if you are feeling sick, don't go into public places, maintain social distancing. And also that all those rules are like recommendations by the state. So they are recommending that you should do that. At the moment, the Swedish government have also seek extra powers from the parliament to be able to enforce certain rules that they don't need to go through several debates because there's no time to waste. So now they are going to get the power to be able to enforce stronger rules if they see that the situation is getting more terrible. For example, closing down shopping malls or closing down restaurants and all that. The schools are open from kindergarten right up to primary school, but they have closed down the upper secondary schools and universities so that they can study from home because they are capable of studying from home. Otherwise, according to the situation, the Swedish government is more liberal in terms of controlling this pandemic than the rest of Europe, I think so.
Docteur Che, le port du masque n'est pas obligatoire là-bas? No, you don't have to be, it's not obligatory, but because at the moment there's a lot of contradiction, about if you can use the mask or not. Because, okay, now the healthcare of workers are really obligated to have the mask because they need to protect themselves. But if you are a healthy person, so there's no an obligation that you have to put on the mask yet. If you go down the streets of Stockholm, you see people putting on masks, some don't. So it depends on what you think and what you want to do. So it's not like a law that you have to do it. Voilà, Dr Che, ce qu'on retient, c'est que le gouvernement n'a pas besoin de mettre un gendarme derrière chaque Suédois. C'est l'autodiscipline, en fait, qui est à l'origine de ce que vous avez là-bas. Yes. Voilà, on revient à vous, Dr Che. Voilà, vous avez suivi ce qui se passe en Suède. Voilà. Oui, c'est assez curieux, mais moi je ne suis pas surpris parce que je suis un peu l'actualité de ce côté-là. Vous savez que la Suède fait partie des pays scandinaves où le niveau de vie est relativement élevé. Si on se focalise sur l'indice de développement humain qui est noté de 0 à 1. Donc vous verrez que la plupart des pays scandinaves ont un indice de développement humain largement au-dessus de 0,900. Et la Suède est l'un des rares pays. C'est vrai que ces derniers jours-ci, ils ont enregistré plusieurs morts, notamment la journée d'hier où on a enregistré à peu près 100 morts. À peu près. Bon, mais il faut également noter que c'est un pays discipliné. Depuis la nuit des temps, ils n'ont pas toujours eu besoin de mettre les populations dans un état de psychose pour pouvoir faire passer un certain nombre de succès par rapport à leur environnement social. Donc la Suède, c'est un modèle en Europe, c'est un modèle dans le monde en termes de vie. Et puis ce qui se passe dans leur pays présage au moins que les autorités là-bas ont mis l'accent pendant très longtemps sur l'éducation individuelle. Et on le montre généralement, c'est un modèle en Europe. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des mesures contraignantes, de pouvoir confiner la population. Tout ce qu'ils ont dit aux populations, c'est que voilà une maladie qui arrive. Elle arrive parce que les hommes voyagent et les hommes les apportent sur le territoire. Donc, on en appelle aux uns aux autres à s'autodiscipliner. Aujourd'hui, ils ont des meilleurs résultats. Ils ont le taux de natalité le plus faible de l'Europe, pratiquement. Ok. Raphaël Ndougo, Eric Pepin-Bika, il parlait du problème de casse à la femme, Kololone et tout ça. Vous, que se passe-t-il à Lokbaba, l'hôpital de Lokbaba? Oui, c'est un peu gênant parce que je vais revenir au moment où cette pandémie est arrivée au Cameroun, où on comptait 2 cas. Et sur ce même plateau, il y a des panélistes qui disaient que le ministre Manaoud a été abandonné à lui-même et il travaillait seul. Vous pensez en ce moment-là, je me suis dit non, le gouvernement, c'est dans l'ensemble. Vous pensez qu'aujourd'hui, on l'accompagne? Aujourd'hui, là, je suis donc d'accord au regard de ce qui se passe à Lokbaba et des autres hôpitaux qui ont été cités ici tout à l'heure. Tout pour la simple raison que, autrefois, c'est le gouverneur qui était le coordinateur de cette affaire-là. C'est-à-dire que lorsque les hôpitaux de Douala avaient été désignés, en dehors de l'hôpital La Quintini qui était là connu, c'était le gouverneur qui était le coordinateur. Maintenant, coordinateur régional de la maintenant, vous voyez que c'est la note est tombée aujourd'hui. Peut-être parce que les gens se sont levés, ils ont écrit au ministre pour dire que ça crée, et cela a créé la psychose, notamment à Lokbaba. Parce que les malades ont été sortis de l'hôpital. Et Dieu seul sait que là-bas, il y avait des maladies qui nécessitent la prise en charge des spécialistes. Si quelqu'un a l'infection pulmonaire, et tuberculeux, comme on dit, il faut bien que ce soit un spécialiste qui le suive tranquillement. Donc, ces gens-là avaient été sortis de l'hôpital. Et quand la note la tombe, est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un qui était dans cet hôpital a les mêmes informations ou bien est sûr qu'aucun malade ou alors aucun suspect du Covid-19 n'y a séjourné? Cela nous amène encore à appeler quand même, à attirer l'attention de nos autorités que quand il y a une situation comme celle-ci, il faut bien que les gens travaillent en synergie et que le travail soit bien fait. Vous voyez, M. Manaouda, il n'y a pas un seul jour qui ne fait pas au moins 2 tweets. Or, pour le cas de Lokbaba, vous avez les problèmes des jeunes médecins qui ne sont même pas encore contractualisés. C'est-à-dire que même des infirmiers qui n'ont pas encore de contrat avec l'hôpital, tout le monde a pris peur.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va peut-être falloir que le directeur de cet hôpital-là peut-être vienne dans ce studio pour informer les camarades. Mais il a sorti un communiqué, pour rassurer. Le communiqué, oui, mais ce n'est pas suffisant parce que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'hôpital Lobaba se trouve, je crois, à Douala 3e. Oui, Douala 3e. Et Douala 3e est tout ce qu'on sait. Donc, vous voyez que cela ne peut pas rassurer les populations pour le simple communiqué. Maintenant, il y a un autre problème sur le choix. Vous avez par exemple l'hôpital régional annexe des DA. Là-bas, il y a peu de malades. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai parlé de synergie tout à l'heure, parce qu'en réalité... Et ça se trouve pas annexe des DA, c'est pas en pleine agglomération. Non, c'est un peu retiré. C'est retiré de la vie c'est DA. pas si retiré que ça. Voilà, est-ce que ça va pas poser un autre problème? Centre administratif. C'est-à-dire, on a le tribunal, on a les services. Est-ce que là, ça pose pas problème? Non, ça pose un problème. Ça peut poser un problème, mais la population des DA n'est pas seule de Douala. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Kololoun et ses environs. Mais vous vous rendez compte qu'à aider au moins... Non, toutes les populations sont exposées. Vous avez suivi le ministre vous dire ici on a réquisitionné le palais des sports. Le palais des sports à Yaoundé également se trouve au centre-ville. Mais au moins, là, il y a peu de fréquentation. Voilà. Vous voyez ce qui... Pour le test. Pour les populations de Lobaba ou de Douala 3e en ce moment, il y a cette psychose-là. Il y a même la psychose dans la tête des spécialistes, dans la tête des infirmiers. Il va falloir qu'on remette ça sur la table. Mais la préoccupation qui est la nôtre ici, c'est qu'il faut bien que les gens travaillent ensemble. Si les gens ne travaillent pas ensemble, il n'y aura pas d'efficacité. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons, mais nous constatons juste que ici, ça ne marche pas. Parce que de toutes les façons, vous voyez que le ministre qui court à gauche et à droite est obligé de venir sortir la note parce qu'il a suivi les informations venant de Douala qui la marche à gauche. Maintenant, le problème de Lobaba a été résolu via cette note. Maintenant, il y a qui est là. Il y a maintenant Boulambou Sadi. Quand on sait également que du côté de Boulambou Sadi, on a perdu tout un médecin là-bas. Donc vous voyez donc tout cela. Et il faut dire aux Camerounais que la maladie, c'est en question, n'est pas forcément une maladie qui conduit à la mort. Parce que c'est ce que les Camerounais ont dans la tête. Que, monsieur Bikaï je ne peux même plus m'approcher de lui. Non, c'est vrai qu'il doit rester en quarantaine, mais il reste également mon frère. Il n'est pas question de quoi que dès qu'on est atteint, on est tout de suite conduit au cimetière. Donc je crois que, ici pour chuter d'ailleurs, je crois que ce qu'il y a lieu de faire dans l'avenir concernant nos dirigeants, surtout quand il s'agit d'une situation d'urgence, véritablement, il faut travailler ensemble, en synergie, pour qu'on évite ce genre de choses. Parce qu'on a des hôpitaux, il faut maintenant qu'on repart dans les mêmes canaux pour expliquer que non, ces hôpitaux-là, certains ont été retenus, d'autres non. Sinon, les Camerounais n'auront que nos hôpitaux pleins. Oui, rapidement. Je voulais dire que le cas de l'hôpital Lobaba est très particulier, spécifique. Déjà, c'est un hôpital de district. Donc ça dit que quand on fait la catégorisation, c'est un hôpital de 3e catégorie, qui a d'autres centres qui dépendent de lui, notamment les CMA et les centres, les centres intégrés. Voilà. Donc, et Douala est localisé au niveau de la capitale de Douala 3e. Donc là où est consacré l'ensemble des administrations. Il y a la mairie qui est installée, la sous-préfecture qui est installée, un commissariat qui est installé, les inspections de l'éducation qui sont installées et les logements de fonction de l'ensemble de ces fonctionnaires-là. Vous voyez un peu le nombre de personnes qui y vont chaque jour pour pouvoir faire signer un papier ou essayer de déposer une plainte ou alors être écouté. Donc ça crée véritablement une véritable psychose. Okay. Le fait que le Lobaba a été choisi comme centre de traitement du Covid-19. C'est vrai, il y a aujourd'hui des efforts à faire. Le Covid-19 n'est pas une maladie mortelle. Il y a des maladies qui tuent plus que cette maladie depuis le paludisme. Par exemple, ces statistiques Caracol sont au-delà de ce que le Covid-19 est en train de produire en quelques jours. Mais il faudrait que les autorités comprennent que la lutte contre cette maladie réside sur deux choses. La sécurité et la sûreté. Donc le choix des sites doit être proportionnel au fait que ces choix garantissent ces deux éléments, que les malades seront en sécurité et que la pandémie y sera combattue de manière sûre, dans un cadre de sûreté. Donc, ici, ce sont des grands espaces qui devraient être sollicités. Parce qu'on a également hérité d'une ville qui a été mal urbanisée. C'est-à-dire qu'on a une urbanisation beaucoup plus anarchique. C'est-à-dire l'anarchie côtoie le structurel. Peut-être le structurel, c'est peut-être 10 à 15% d'aménagement territorial et l'anarchie occupe à peu près 85%. Donc, ça veut dire que la constatation est forte dans la plupart des lieux d'habitation de la ville de Douala. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des zones de grand espace
il y a l'aéroport, il y a des pistes à l'aéroport qu'on n'utilise pas. Oui, surtout l'ancien aéroport. Voilà, on peut construire des tentes là-bas et y loger. Les hôpitaux de campagne. Voilà, et y loger les malades. Ça permet de faire en sorte que la maladie soit contenue dans un cadre de sécurité et dans un cadre de sécurité pour la population. Parce que seuls les experts mandatés doivent avoir accès à ces espaces-là. Donc il est inadmissible de faire le choix des hôpitaux qui sont même déjà bondés. Parce que ces hôpitaux, le Baba Bonamus Sadistel, parmi eux, sont des hôpitaux qui débordent par jour en termes de consultation. Maintenant, si on demande aux malades qui ont peut-être leurs amitiés, leurs médecins à l'Ogbaba d'aller se battre en Nilong, vous voyez qu'on est en train de désociabiliser le malade. Et l'élément de guérison d'un malade, c'est sa sociabilisation, le contact avec son médecin. Donc c'est un pan qu'on a forcément en train de détruire et forcément exposer le malade à d'autres pathologies. Donc vivement que les autorités comprennent cela et essaient de faire des choix plus appropriés qui respectent un certain nombre un certain canaux et puis des normes en termes de traitement de cette pandémie. Voilà, direction Lomé où nous attend le professeur Didier Koumavi Akwevi. Professeur, vous avez parlé de 70 cas, 23 guéris contre 3 décès. Est-ce que pour vous, c'est le fait que le Togo ait pris la mesure de la chose un peu plus tôt? C'est ça qui est à l'origine de ce faible score, entre guillemets? Il y a probablement deux hypothèses. Hein. La première hypothèse, c'est ce que nous voyons, c'est la phase visible de l'iceberg. Hein. Oui. Et on ne sait pas aujourd'hui exactement le nombre de personnes qui sont réellement infectées. Mais nous suivons effectivement les statistiques. Il y a un suivi sérieux régulier qui est fait, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier tous les contacts, tous les cas suspects et faire un dépistage systématique de ces contacts et de ces suspects. C'est pour cela qu'au cours de cette dernière semaine, il y a eu une augmentation du nombre de cas puisqu'on était à 40 il y a une semaine et nous sommes aujourd'hui à 70, c'est-à-dire qu'on a essayé d'intensifier le dépistage. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une stratégie qui a avancé. Avant, il y avait un seul centre de prélèvement. Maintenant, on a multiplié les centres de prélèvement pour avoir dans Lomé au moins 5 centres de prélèvement, qui est une stratégie un peu avancée. Les mesures probablement ont dû jouer un rôle. Il y a une sensibilisation intense et soutenue de la population et je pense qu'il faut continuer dans cette discipline pour pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Voilà, professeur, l'utilisation du masque là-bas, comment ça se gère? Le port des masques, est-ce qu'il y a des tests massifs à grande échelle? Pour le masque, c'est que ce qui est préconisé actuellement, il n'y a pas encore de recommandation pour l'utilisation universelle, mais c'est fortement encouragé. Encouragé pour plusieurs raisons, parce que non seulement le port de masque ferait beaucoup plus de bien que de mal. Ça permet également, que ce soit le masque en tissu, ça permet également d'éviter de toucher cette fameuse zone en T, qui est de toucher le nez et la bouche. Donc pour nous, aujourd'hui, nous tendons vers le port universel de masque, même si ce n'est pas une recommandation, même s'il y a des contradictions ou bien des données contradictoires par rapport à son utilisation. Nous, au niveau de l'université, nous allons lancer bientôt un appel pour le port systématique de masque parce que nous pensons que ça ferait plus de bien que de mal pour la population. Professeur, vous parlez de l'université, les cours continuent là-bas? L'université de Lomé? Non, les cours ne continuent pas, mais le 30 mars dernier, le président de l'université a réuni un certain nombre d'experts pour pouvoir proposer une stratégie de riposte. C'est-à-dire l'idée ici, c'est de voir comment ensemble, avec les tradithérapeutes, avec les spécialistes de la botanique, on pourrait trouver une solution à l'africaine. Et donc, il y a une commission ad hoc qui a été créée au sein de l'université et les réflexions sont menées au sein de l'université pour trouver une solution à l'africaine face à cette pandémie. Voilà, professeur, on va dire comme ça à mi-parcours, est-ce que les mesures préconisées par le gouvernement togolais vous paraissent efficaces jusqu'ici, au regard des statistiques? Au regard des statistiques, c'est ce que je répète de tous les jours à mes étudiants, que dans la gestion d'une épidémie, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions, il y a des décisions. Et de ces décisions, il faut les appliquer et la population doit les respecter. Donc pour le moment, nous aurons le temps après de voir si ces mesures sont efficaces ou pas. Deuxièmement,
nous avons très peu de recul pour évaluer l'impact de ces différentes mesures. Cela suppose qu'on avait des indicateurs au début et puis après des indicateurs à mi-parcours qu'on pourrait éventuellement évaluer. Pour le moment, à 1 mois, il est trop tôt de pouvoir dire si ces mesures sont efficaces, mais nous suivons. Il n'y a pas une augmentation exponentielle. Nous avons 1, 2, 3 cas chaque jour, sauf ces derniers temps où nous avons renforcé le dépistage avec un nombre de 7 à 8 cas qui ont été dépistés. Voilà, merci professeur. On revient à vous dans un instant. Je vous vois prendre beaucoup de notes là. C'est quoi, le cas togolais vous inspire? Oui. Moi, je voudrais même d'ailleurs féliciter le professeur Koumavi. Et puis le professeur Koumavi qui nous a donné cette information concernant le port des masques en tissu. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Togolais, couturiers et couturières, peuvent tirer quand même l'épingle du jeu, puisque aujourd'hui, les activités sont en baisse dans des pays de la sous-région. Donc, on n'a plus besoin de commander les masques que nous avons là au quotidien. Mais les Camerounais se sont mis, on rencontre maintenant des masques en tissu un peu partout. Hein. Selon des informations que nous avons, à l'exemple du directeur général du port de Douala, il a commandé 3000 masques à une technicienne de surface qui parallèlement est couturière. Oui. Et cette dernière avait cousu quelques masques qu'elle a vendus à certains de ses collaborateurs. Lorsqu'il a vu, il a été émerveillé. Elle a demandé à cette dame comment est-ce qu'elle fait. La dame a expliqué. Il a ordonné que la dame fabrique, si vous voulez, 3000 masques pour le personnel du port de Douala. Et d'autres structures peuvent également emboîter le pas. Puisque le ministre des Transports a sorti une note indiquant que, à partir d'aujourd'hui, tout transport interurbain ou interurbain, tout chauffeur et les passagers doivent arborer des masques. Maintenant, nous savons que ces masques que nous avons au quotidien là, c'est des masques qui viennent d'ailleurs. Or, on peut faire, et vous savez, en Afrique de l'Ouest, ils sont très avancés sur nos textiles. Oui, donc, on peut exactement copier cela, puisqu'il y a déjà des Camerounais qui ont commencé quand même. On a quand même la CICAM ici qui peut donner des pains, quel que soit le pain, pour que ce soit à moins de coût. Ça peut coûter 500 francs, ça peut coûter un peu moins, mais pour que chacun mette le masque. Ça me renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure. Concernant la synergie, quand le ministre du Transport le dit, il le dit, est-ce que les autres ministres ne peuvent pas emboîter ou pas? Ou alors, prendre l'arrêté du Premier ministre demandant à tout Camerounais de porter le masque au sortie de sa maison. Parce que ça réduit quand même le taux de contamination. Le ministre Mandaouda le dit depuis. Oui, mais sauf que quand on sort de la maison, nous avons l'impression que c'est chacun qui fait à son petit niveau. Or, c'est une affaire du peuple, de tout le peuple camerounais. Et il va falloir que les gens, comme je l'ai dit, travaillent en synergie. Il ne s'agit pas d'un one-man show comme on dit au quartier. Mais il s'agit de la suivi des populations. À ce niveau-là, il n'est pas question de croire que, comme tu l'as dit comme ça, là, nous tous on croise les bras. Ça devrait être systématique. Pour la simple raison que, quand nous parlons là, vous voyez, depuis un moment, vous avez non seulement adapté vos émissions avec le respect des précisions du gouvernement, la distanciation des personnes. Ouais. Je crois qu'à ce niveau, quand même, vous avez fait ces efforts-là. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas besoin? Vous avez des micros là vous avez prévu pour vos invités. Mais vous avez pris les mesures, vous avez respecté les mesures gouvernementales. À ce niveau, donc, il va falloir que, dans l'ensemble du gouvernement, que tout le monde accompagne le ministre de la Santé. C'est celui qui s'occupe des questions de santé, mais c'est une affaire du peuple camerounais, des populations. Et aux populations elles-mêmes, il faut que les populations comprennent que si, dans les pays développés, dans les pays où il y a plus des industries dans le sens de la santé et tout ce que vous imaginez, et des machines appropriées, et même des moyens financiers, ça reflète le nombre de personnes que nous voyons au quotidien. Nous ne sommes pas en reste. Chacun à son petit niveau doit pouvoir faire des efforts pour construire la barrière et dire non à ce coronavirus. Mais nous disons qu'il faut que le gouvernement travaille ensemble, main dans la main, pour que cette affaire-là soit véritablement combattue et de manière en synergie.
Voilà, Eric Pépin-Bicaye. Moi, j'ai écouté le professeur togolais tout à l'heure, j'en suis ému. Et notamment, il a sa chute où il disait que dans la gestion d'une pandémie, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de bonnes décisions. Il y a tout simplement... Il dit que c'est ce qu'il apprend à ses étudiants. À ses étudiants. En fait, si je souscris à ça, ça peut un peu aller aux antipodes de ce qu'il dénonçait tout à l'heure par rapport au choix de l'hôpital, au choix des hôpitaux à l'intérieur des centres urbains. Mais je reviens par rapport au respect des mesures édictées au soir du 17 mars par le gouvernement. Et là, j'ai également écouté Castaner, Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur, où il disait qu'enfreindre les lois de la République n'est pas un acte héroïque. Cela peut s'avérer être un acte d'imbécilité plus tard. D'abord, on dit que tout est parti du fait que le Premier ministre a fait une adresse à la nation au soir du 17 mars et a prescrit 13 mesures. Parmi ces 13 mesures-là, le ministre également est venu en appui, sortant un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la plupart des gens qui viendraient de l'extérieur devraient automatiquement être confinés. Vous voyez que ce vol du 17 mars au soir et du 8 mars, un peu plus tôt, qui est à l'origine de la situation à laquelle on se retrouve aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit, c'est vrai quand même aujourd'hui de contamination communautaire. Lorsque la pandémie survient en Chine, les commerçants camerounais allaient toujours s'y ravitailler. Là, c'était encore marginal parce qu'on ne détectait pas encore les cas de Covid-19 sur le territoire. Mais tout est parti par le non-respect de l'arrêté du ministre au soir du 17 mars, demandant un confinement de 14 jours pour l'ensemble des personnes qui viendraient de l'étranger. On a même vu des diasporiens quitter de l'Europe pour venir inoculer la maladie à leurs concitoyens de manière volontaire. Comment vous le savez? Puisqu'on a vu les vidéos, quelqu'un se plaint que non, il vient d'arriver, il a la belle étoile, il devait être logé à l'hôtel et il n'a pas été logé. Comment quelqu'un qui de pays n'est pas logé? Il ne connaît même pas le nom de l'hôtel. Il revient, il exige à être logé dans un hôtel avec la climatisation. Et ça fait un problème aujourd'hui parce que ces hôtels qui ont accepté loger des gens qui étaient potentiellement malades ne peuvent plus faire le chiffre d'affaires. Moi, je ne peux pas prendre une nuitée dans un hôtel comme... C'est pas trop, je ne cite pas le nom. Mais c'est difficile psychologiquement de savoir qu'il y avait à l'intérieur de cet hôtel les confinés et moi, j'y viens être logé. Même si on a... Comment on appelle ça? Désinfecté ça sur peut-être 16 mois. C'est difficile. Donc, à partir du non-respect de cette prescription du ministre de la Santé au soir du 17 mars qui fait en sorte qu'on arrive à cette situation. Et sur ce plateau, beaucoup de nos concitoyens ont demandé à ce qu'on publie la liste de ceux qui étaient au vol, dans les vols du 17 mars. Pour que ce soit sûr. Ça n'a jamais été fait. On arrive maintenant à des situations où on ne peut même pas être capable de faire le tracking de ceux qui sont venus avec la maladie, ceux avec qui ils ont été en contact, pour essayer un peu de circonscrire les zones de contamination, afin de pouvoir juguler la propagation de ce virus. Mais nous sommes confiants et nous prions véritablement que l'ensemble des idées qui sont émises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, soit synthétisé et mis à l'actif de la lutte contre cette pandémie. Donc, je souscris à ce que disait Raphaël tout à l'heure. Il faut une coordination. Malaouda, c'est vrai, il se bat comme un beau diable. C'est un jeune, les dynamiques ne dort pas, mais c'est insuffisant. Et c'est suffisant, il a commencé à comprendre ça parce qu'il tenait l'ensemble des communications. Aujourd'hui, il a une directrice de la santé qui a pris le relais. Et c'est bien, parce que ça vient un peu en appui à ce qui se passe en France. On a vu par exemple le ministre de la Santé français, Véran, qui est un médecin. Oui. Mais lorsqu'il finit sa communication, il laisse place à Jérôme Salomon, qui lui est directeur de la santé. Donc c'est à lui donc maintenant que revient la responsabilité de produire à l'ensemble de la conscience française l'ensemble des statistiques liées à l'évolution ou à la diminution de la maladie. C'est formidable. C'est une organisation stratégique, mais surtout coordonnée. Ça permet à ce que la population comprenne qu'il y a les autorités qui travaillent en joint venture, en synergie, et qu'ensemble, on peut arriver à des résultats probants. Voilà, on va donc prendre la direction de l'Allemagne, où nous attend le docteur Quinquem Emmanuel. Vous êtes gynécologue à Bad Mergentheim. C'est bien cela, non loin de Stuttgart. Bonsoir, docteur. Bonsoir au studio, bonsoir à toute la population camerounaise et camerounaise. Voilà, aujourd'hui en Allemagne, quels sont les derniers chiffres de la maladie? Oui, déjà, il faut dire, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui par les confrères, ils m'ont fait comprendre que chaque jour, il y a un nombre de plus de 3%. Chaque jour, ça augmente.
Et je dois vous dire, déjà, beaucoup de mécanismes sont mis en place pour pouvoir combattre cette pandémie. Et bon, déjà, il faut dire, pour nous, comme les gynécologues, depuis plus d'1 mois, il faut dire tous les malades qui viennent chez nous, qu'il a les symptômes ou pas. Et là, il y a d'abord ce test qu'on va faire, on appelle ça ZAR test. On fait d'abord ce test pour pouvoir un peu définitivement dire que cette personne est contaminée ou pas. Et déjà dans ma vie, il faut dire qu'il y a beaucoup de cas qu'on reçoit tous les jours. Et pour ceux qui connaissent l'Allemagne, ils vont vous dire que je suis à Caritas Krankenhaus, qui est à Bad Mergentheim, non loin de Stuttgart, disons c'est dans Baden-Württemberg. Et dans ma région, disons que c'est le seul grand hôpital qui se trouve dans ce coin. Et quand je regarde un peu la situation, je pense beaucoup d'effets et ça ne suffit pas. Et chaque fois, j'ai toujours l'habitude de regarder ce qui se passe au Cameroun, disons en Afrique et au Cameroun. Je tente à dire que peut-être ce sont des amusements. Vous ne pas vous êtes d'accord avec moi si vous avez peut-être plus de promotion. Vous avez constaté que dans un pays comme Harare, dans une place comme Harare, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont infectés. Je pense que nous sommes face à une situation où on devait oublier la politique. Ouais. On doit laisser ceux qui connaissent faire des choses. Parce qu'à l'heure où nous sommes, on peut dire que la pandémie a commencé tel jour, mais personne ne peut vous dire que ça va finir tel temps. Si vous avez un peu de mémoire qui est un peu, disons que pour le médecin, ils connaissent un peu l'histoire quand la tuberculose avait commencé. Disons dans les années 1881, et ils savent ce qui a été dit en 1945. C'était prévu qu'en 2009, la tuberculose devait être l'histoire. Mais nous sommes en 2020, il y a encore des cas. Bon, revenons à cette situation que nous avons en main, qui est une situation très inquiétante. Je peux vous dire que chez nous ici, il y a déjà beaucoup de cas, comme j'ai déjà dit avant, mais il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis à terre. Du moment où vous avez même juste un suspect, on vous fait rester à la maison pendant 2 semaines pour pouvoir voir si les symptômes vont se produire ou pas. Et lorsque les symptômes se produisent, et dans la situation de détresse, vous allez venir et puis vous devez être suivi. Pour moi, je pense que beaucoup est fait ici et pour moi, je suis très très content avec ce qui se passe. Je peux vous dire depuis que cette affaire a commencé dans notre hôpital, il y a déjà un département qui a été en fait pour palliatif, mais on a décidé de vider ce côté juste pour le malade COVID-19. Mais pour le dire vrai, dans ma vie, ce n'est pas très disons que ça ne se produit pas trop parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place comme déjà confinement. Je peux dire tout est fermé. Il y a, même si vous sortez dehors, vous ne trouvez personne. Je pense que c'est l'un des moyens plus importants. Et pour moi, je parlais hier à un confrère au Cameroun et que je lui ai dit il faut un confinement total pour minimum 1 mois. 1 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes à Douala, vous restez à Douala. Vous êtes à Yaoundé, vous restez à Yaoundé. Vous êtes à Douala, même à Bonhomme. Ça veut dire, pendant ce 1 mois, on ne doit voir personne dehors. Sauf les infirmières pour le côté médical et ceux qui s'occupent pour le côté médical et ceux qui vont s'occuper pour la nutrition, pour l'alimentation. Je pense que c'est le seul meilleur moyen, la seule meilleure façon
de combattre cette histoire. Docteur, ce n'est pas une affaire de... Docteur Nkenkwem, on n'a pas décidé d'un confinement au Cameroun, mais c'est le port du masque qui est en passe de devenir obligatoire. Donc c'est une solution qui n'est pas efficace pour vous? Vous parlez d'un confinement d'1 mois. Minimum du masque? 1 mois. Et je vous dis, parce que regardez, il ne faut pas qu'on pense ça comme des blagues. Vous serez surpris de voir que si on s'amuse dans les jours à venir, les nombres vont plutôt augmenter. 1 mois, et ça c'est que ceux qui ont le moyen devaient aider les pauvres. Ça veut dire quoi? Parce que vous avez fait 1 mois sans travailler. Vous doivez manger. Ça veut dire ceux qui ont les moyens et pouvaient donner cet argent, et l'État va voir comment partager pour donner à manger aux gens pendant ces 1 mois. Et je vous assure, si on fait ça 1 mois, ça veut dire vous êtes à Douala, vous êtes à Bonapari, vous restez à Bonapari, vous ne sortez pas. Et ici chez nous, on devait vous dire que même des hôtels sont fermés. Donc ça veut dire que même des hôtels ici ne travaillent pas. Demandez à ceux qui vont ici, vous dire. Vous ne pouvez pas voyager, vous sortez, vous arrivez même à la gare, vous ne trouvez presque personne. Parce que même si vous arrivez là, vous ne va pas laver les mains, toutes les mesures qui sont mises, oui, c'est bon. Ça c'est bien, c'est bon. Mais c'est le confinement 1 mois qui est quelque chose. Beaucoup peut-être si ils ont le moyen, ils peuvent dire que oui, on peut donner ça et comment nous allons trouver. Mais je pense que ça leur c'est que les Africains, même si on a peur de personne, on doit avoir peur de Dieu. Alors si, parce qu'il faut que même si l'argent qui est là, on doit utiliser ça pour la population. Parce que si nous on s'amuse et on croit que c'est un truc qui est venu, qui va partir, les cas vont continuer à augmenter tous les jours. Je peux vous dire, c'était vendredi passé, je pense, parce que ce vendredi passé, j'étais à Stuttgart. Pendant que je rentrais, je me rappelle, je pense, on parlait de 99 au Cameroun. Et j'étais surpris, ça fait 3 jours, on parlait de plus de 500. Docteur Nkenkwem, on revient à vous après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la controverse autour des initiatives privées de collecte de fonds pour assister les populations démunies dans le cadre de cette riposte au Covid-19 au Cameroun. Vous verrez que le ministre de l'administration territoriale a sommé les initiateurs, notamment des leaders politiques du MRC, du PCRN, de mettre fin à leurs opérations qui n'ont pas reçu son accord préalable. En brandissant les muscles de l'État, a-t-il dissuadé les leaders du MRC et du PCRN dans leurs initiatives? Quels sont les objectifs réels de telles actions sociales? Pourquoi autant de controverses? Nous en parlerons ce soir, c'est Jalin. Nous évoquerons également le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Cameroun. Des experts de santé publique constatent qu'au moins 5 régions sont déjà touchées et si rien n'est fait, presque tout le Cameroun pourrait être infecté du fait de la propagation de cette pandémie de Covid-19. Des experts de santé publique y voient de nombreux manquements dans la mise en application des mesures gouvernementales. Des propositions continuent d'être faites en ce moment même. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Et la sécurité alimentaire, en ce moment où il y a un certain confinement plus ou moins volontaire, quelle est la réalité du quotidien des Camerounais? Qu'en pense le gouvernement qui vient de produire un rapport sur la situation alimentaire au Cameroun? De nombreux points négatifs y apparaissent et le gouvernement s'en défend. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé. Moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités au Cameroun et sur un certain nombre de continents. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée comme ça au débrief du journal. En plateau avec nous, Éric Pépin Bikaï et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, vous avez ces chiffres-là.
On va dire que ça continue de grimper. 702 cas. Oui, il faut dire que c'est même déjà inquiétant. Certaines analyses sont vite fait de dire qu'au bout d'un certain temps, on va aller à 1000. Dieu merci, on n'en est pas encore là. Comme ça grimpe, il faut des mesures. Je ne voudrais pas dire comme le médecin, le docteur qui nous a indiqué tout à l'heure qu'il faut aller au confinement pendant un mois. Et que le gouvernement prenne disposition. Docteur Emmanuel. Oui, disons que ça c'est encore très dur parce que nous sommes un pays pauvre, il faut le reconnaître. Mais la vérité c'est que il faut respecter les mesures. Maintenant, comment les respecter? Je vous ai dit tout à l'heure que si un ministre prend une décision, les autres ne prennent pas, ça va dans tous les sens. Il faut bien que le Premier ministre prenne une résolution ou une décision pour dire tout le monde en sortant de la maison porte le masque. Au moins à partir de là, on est quand même sûr que si nous sommes dans le taxi, si nous sommes sur une moto, en ce moment-là, on a quand même moins de risques d'être contaminé si le motocycliste ou alors... Mais le ministre Manaouda le dit depuis. C'est oui, quand le Premier ministre va dire qu'on va... Oui, je crois que c'est peut-être mieux parce que le ministre Manaouda n'a cessé de le dire chaque jour qu'il faut même rester à la maison si on n'a rien à faire dehors, si vous voulez. Mais sauf que sa parole est là, comme ça. Maintenant, il y a un Premier ministre qui prend la décision et dit tous les Camerounais, au sortir de leur maison, sortent avec les masques. Et cela va, je crois que le docteur en suit tout à l'heure. Oui, oui. Et ça, le peuple l'a reconnu. Qu'on n'a pas besoin de courir derrière des populations pour respecter les mesures. Et chez nous, on court derrière nous pour respecter les mesures. Or, quand le gouverneur, par exemple, du Littoral a demandé de fermer les bars, de ne plus boire dans les bars et prendre des boissons pour aller consommer à la maison, vous ne pouvez pas comprendre comment les gens, les populations cherchent des petites cachettes de bars pour se ravitailler et consommer de l'alcool. Non, attendez. Pour un masque de 1000 francs, on peut quand même se faire violence et s'en l'approprier. Parce que de toutes les façons, nous voulons nous mettre à l'abri. On demande on dit que c'est 3 heures de temps, un masque. Oui, mais nous avons nos masques. Au moins 6 masques par jour. On en parlait tout à l'heure, le tissu. Vous pouvez laver le tissu avec de l'eau de javel. Le masque en tissu, on peut le porter toute la journée. On peut porter toute la journée et venir laver le soir avec de l'eau de javel, monsieur. Tout ça. Je vais poser la question à un spécialiste. Il faut poser la question au médecin. Oui, voilà. Oui, Eric Pépin, sur les chiffres. Oui, les chiffres, mais je vais d'abord revenir à l'entame de mon propos sur mon analyse de tout à l'heure concernant la contamination via le vol du 17 mars 2020, autant pour moi. Je tiens à m'excuser, peut-être j'ai été dur dans mes analyses. Je m'excuse auprès des téléspectateurs qui a envoyé un message disant qu'il est en confinement prolongé depuis. Et il est l'un des passagers de ce vol du 17 mars. Il est en confinement, il a passé ses 14 jours. Il dit qu'il est en confinement prolongé. Ça veut dire qu'il a largement dépassé les 14 jours. Respect à lui, et je me tiens à m'excuser si c'est que mes propos sont allés à l'encontre de ses convictions. Je parlais de ceux-là qui ont refusé de se présenter et de ceux qui ont fui le confinement, pas de ceux-là comme lui qui ont daigné respecter la réglementation, c'est-à-dire l'arrêté du ministre. Donc je tiens à m'excuser par rapport à ces propos qui n'étaient pas clarifiés. Maintenant, les chiffres grimpent et ça va de manière crescendo, de manière exponentielle. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Oui. Parce qu'en réalité, on était jusqu'à présent à 5 régions de santé qui étaient infectées. Avec la région de l'Est qui entre dans les stati-blocs ce soir, nous sommes déjà à 6 régions sanitaires qui sont infectées. Et c'est un problème très grave. Connaissant un peu la région de l'Est, la structure sanitaire de ce côté-là est un peu, à la limite, ça relève un peu de Mathusalem. Donc ça veut dire que si les mesures ne sont pas prises pour essayer de confiner ce passager, qui est actuellement à l'hôpital certainement provincial de Bétois, régional de Bétois. On peut arriver également à avoir plusieurs cas dans cette ville-là. Mais je pense que le plan de riposte, à la fois pour la ville de Yaoundé et pour la ville de Douala, doivent être opérationnels. Parce qu'il faut d'abord identifier ceux qui sont porteurs du Covid. Il faut être capable de savoir, de retracer leur itinéraire pour identifier les potentielles sources avec qui ils ont été en contact, afin de les confiner pour pouvoir juguler la maladie. C'est la raison pour laquelle je disais aujourd'hui qu'on aura besoin d'espace. Un espace qui satisfait à la fois les critères de sécurité et les critères... Vous, à Douala, vous avez proposé non, à Douala, il y a la piste, l'ancien aéroport. L'ancien aéroport. Il y a même la base navale. Oui. Il y a le génie militaire. Oui, c'est la base navale. Voilà, ce sont des milieux où il y a assez d'espace. L'esplanade du nouveau stade, même où il y a les parkings là. Voilà. Même ici à Camtel, le club Camtel, il y a assez d'espace.
où on peut construire des tentes pour pouvoir... hôpitaux de campagne. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Tout simplement. Il n'est pas question de pouvoir soigner les malades. Même, moi, je suis chaque jour actuellement à l'hôpital à Kintini. J'ai ma petite soeur qui est gravement malade. Vous voyez, l'hôpital à Kintini également a été réquisitionné. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'il reçoit un très grand nombre de malades au quotidien. Et le fait que ce site également abrite un centre de traitement de Covid-19, je vous assure que la séquence qui rentre actuellement à l'intérieur de cet hôpital n'est pas du coup à garantir la fiabilité des traitements. Donc, quel qu'en soit les cas, il faut trouver les palliatifs pour qu'on éloigne au maximum la population de la lutte de cette pandémie-là. Il faut donc qu'on délocalise ceux-là qui sont testés positifs. Enfin, parce que déjà, on hérite déjà d'un nombre conséquent de malades à qui il faut s'occuper. Et actuellement même, la période n'est même pas indiquée pour tomber malade. Parce que vous tombez malade maintenant, on va vous dire que tous les spécialistes sont réquisitionnés pour lutter contre le Covid-19. Parce que le Covid-19, c'est un conglomérat de plusieurs maladies où il faudrait que les experts dans chaque domaine puissent intervenir. Donc il faut effectivement que les autorités essayent de réfléchir à tête reposée par rapport aux stratégies qu'on doit mettre en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. Voilà, nous prenons la direction de Stockholm où nous attend le docteur Tje Karl-Hans. Docteur Tje, voici les statistiques pour votre pays, le Cameroun. 702 cas, 60 guéris et 10 décès. Quel commentaire ça vous inspire? Can you please ask the question? I didn't hear you very well. Voilà, je dis que voici les statistiques. On a 702 cas, 60 guéris et 10 décès. Covid-19 au Cameroun. Yeah, I'm very concerned about the situation in Cameroon because we have so many factors that can affect the spread of this virus and the devastating effects on our population. For example, we have a large population of HIV and tuberculosis and malnourished children in Africa, and these people have a very low immune system and they are really vulnerable to this virus. So if it gets to us and affect those people, there's a tendency that we're going to register a lot of deaths. Secondly, we have these fake traditional healers and fake pastors who will deceive people on the fact that they can help them. And if people really believe in those things, I promise you, they will focus their attention on those people and then they'll ignore the strategies which are being put in place. So there's a possibility that we may have high numbers of deaths based on certain characteristics. For example, in Cameroon, when you are an old person, you move in with your children. So your children and your grandchildren, they will go out there. They are asymptomatic, so they go out there to bring the virus to you at home. Compared to Sweden, old people are in a separate home, and here the laws are that you cannot visit those homes. So the situation is that we have so many different things that can affect, that can really spread the virus fast in our community and cause a lot of death. For example, I spoke to my mother the other day, and she was sitting in a house somewhere, and I asked her, "What are you doing there?" She said, "Well, they are sitting in this room, and they are sitting 2 meters apart." And suddenly she said, "Oh, Mama Duru wants to talk to you." So I said, "Okay." Wait, before I realized, the phone went from her to Mama Duru to Nyakie, and then back to her. Okay, so if she had the virus, she spread it to those people, or if she didn't have the virus, those people will bring it to her through the phone. Those are things that we do that we don't know that can cause severe effects. We have cultural practices that we sit together, we eat in the same plates, and we do certain things. And these practices are not really applicable in the West. Here in the West, if you get into any building, you will find a toilet,
you're going to find running water, you're going to find warm water. In our society in Cameroon, how many public toilets taps are there? And if we have those taps, how often can you get water running down in those taps? So we have so many situations where it can affect us, and massive mobilization and sensitization is what we need to be able to let these people know. And it shouldn't be in a way that we stigmatize them. I want to call on one of my humble friend in the panel there who said people are bringing the virus from the Europe. That is the kind of rhetoric that we don't want to have as far as this situation is concerned. Because when you stigmatize those in the West, then those at home will feel that it's a Western situation. It's not an African situation. So everybody is involved in this thing, and you shouldn't stigmatize those coming from the West, because this virus is not a Western virus. It's a virus that affects the entire, it's a pandemic, and nobody is safe from it. So the situation in Cameroon, we have to mobilize. Imagine the kind of facilities that these people have in the West, but yet they are still struggling to contain the virus. Tell me what will happen. We don't have enough electricity, we don't have running waters, we have poor hygiene conditions. Those things will just spread the virus rapidly, and will meet those grandmothers far in the darkest corners of Cameroon that you know imagine. People will die in those darkest corners without even knowing that it's the coronavirus. So information, I really appreciate what you're doing, and this information, we hope that can really spread wide and people take this thing very seriously. Voilà, merci Dr Tché. Un dernier mot rapidement au peuple camerounais qui vous regarde en ce moment, et même les autorités. Hein? The people of Cameroon, like that. Even the authorities. Well, your lines are breaking, but if I understand you well, I think that the people of Cameroon should have, there's hope. There is hope that we can contain this virus if everybody comes together. Everybody comes together and observe the rules and regulations put in place by the state. And I know there's a lot of lack of confidence in the state, but for once, people can believe the state this time that this thing is serious and take it seriously. Because if it's about thinking about previous deceptions that they have experienced so many times, the society is going to get itself into trouble. You don't want a situation where millions or thousands of people are streaming into the hospitals, and there are not even beds. At the moment, if you go to La Cantini, there are people lying there who are just sick of basic malaria, and they don't have hospital beds. Imagine what will happen if thousands of other people are coming in because of coronavirus. The system will be packed, the system will be overloaded, and everything will crash. And then the virus will even spread even rapidly. So there is hope if we can take the necessary precautions that have been stipulated. And if you think that you don't want to trust your government, read the WHO, the UNICEF, and go online. There's a lot of information online where you can get on how you can protect yourself from this virus. Thank you, Dr. Tché. Je rappelle que vous êtes immunovirologue, chercheur au Karolinska Institute of Stockholm. Thank you for being with us, Dr. Tché. Voilà, Raphaël Ndougou, il y a cette autre mesure, le ministre des Transports hier, tout le monde, le port du masque va être obligatoire aujourd'hui, et les chauffeurs et les passagers. On a quand même constaté aujourd'hui que beaucoup traînent la patte. C'est une mesure salutaire. D'ailleurs, quand le ministre prend cette décision, il faut bien que le peuple camerounais comprenne qu'il ne s'agit pas d'une affaire du ministre, mais il s'agit d'une affaire que nous voyons comment ceux qui sont plus développés sont tombés par rapport à cette pandémie, et que si au moins le masque peut nous protéger à 45-50%, allons-y, faisons des efforts. Tout à l'heure, on parlait des masques
si vous voulez traditionnel ou alors en tissu. Bien entendu, on a tant de couturiers au Cameroun où chacun peut faire avec les chutes de tissu ou des costumes des tissus peints en date du 8 mars. Donc, il y a des restes là où on peut prendre, c'est pas trop cher. On met peut-être des éponges et tout. Ça permet carrément que les uns et les autres puissent quand même se protéger. Et je continue de dire qu'il ne s'agit pas, faut pas que ça s'arrête au niveau du transport. Faut que ce soit de manière générale. Parce que quand on parle de transport, ici à Douala, nous avons les motos taximens. Quand je suis arrivé ici, je suis venu à bord d'une moto et le monsieur qui me conduisait n'avait pas de masque. Moi, j'en avais un. Donc, il faut que tout le monde... Mais pourquoi vous choisissez un conducteur qui n'a pas de masque? Mais à ce niveau, donc, c'est là toute la question. Pourquoi vous l'avez choisi? C'était la seule moto? Pour l'instant, là, j'étais déjà en train de courir pour venir à l'émission. Moi, j'avais mon masque et je lui ai fait la remarque. Oh, si c'est une décision qui est prise... Vous avez quand même dit que non, je prends le risque. Je lui ai dit, il faut avoir votre masque parce que l'affaire n'en est pas pour les autres et non pour vous. Oui. C'est pour tout le monde. À ce niveau donc là, est-ce qu'on a besoin, et nous saluons encore votre travail parce qu'au quotidien, vous parlez de ça et que les Camerounais doivent prendre conscience. Ce qui nous dérange au Cameroun, c'est la mentalité. Nous pensons que, comme par exemple, on a l'habitude de mettre 2 passagers sur une moto, que c'est devenu officiel, que c'est devenu quelque chose qu'on doit faire obligatoirement. Quand le ministre des Transports a dit, ou alors, le Premier ministre même, ils ont dit, il faut transporter maintenant 3 passagers. Tout le monde, même les syndicalistes qui parlaient tout à l'heure, sont passés pratiquement à un chantage. J'appelle ça le chantage parce que s'il fallait maintenant qu'on baisse le prix du carburant, s'il fallait maintenant qu'on essaie de revoir à la baisse ou à la hausse le prix du taxi, tout cela passe par là. Or, le taxi, en réalité, porte 4 passagers pour le chauffeur et un chauffeur. Ça fait 5 places qui sont justement reconnues. Mais maintenant, ils ont l'habitude d'ajouter en surcharge la 6e place. Ce que le taximan doit savoir, c'est que cela est interdit. Même la police d'assurance qu'il a acheté, le taximan, n'est plus valable à partir du moment où on a déjà la 6e place. Ce que les syndicalistes ne disent pas à leur syndiqués, entre guillemets, parce que tous ne sont même pas syndiqués. Donc tout cela émane du changement de mentalité. Là où nous sommes actuellement, là, nous ne sommes pas à l'abri. Parce qu'au jour le jour, il y a plus, vous venez de dire tout à l'heure, nous sommes à 700 et poussières. Oh, hier nous étions à 600, maintenant nous sommes à 700. Qui nous dit que jusqu'à la fin de la semaine, on n'irait pas à 1000? 5 régions sont déjà concernées. Et au jour le jour, nous n'avons pas suffisamment de spécialistes. Monsieur Bika disait tout à l'heure, on a combien de spécialistes au Cameroun? Combien de médecins? Ça dit qu'un médecin, c'est pour quelle population? Combien de Camerounais pour un médecin? Le ratio de l'OMS, c'est un médecin pour 1000 personnes. Et au Cameroun, nous sommes à combien? Plus de 10 000. Pour un médecin. Or, ça encore, il va falloir maintenant faire quoi? Est-ce qu'il va falloir faire venir ces médecins qui interviennent sur votre plateau depuis un bon bout pour venir nous aider ici? Les frontières sont fermées. Or, nous sommes obligés de faire avec les médecins que nous avons là. Donc, ce port de masque n'est pas une affaire de blague. Au moins, commençons par là. Okay. Les Camerounais ne se saluent pas là maintenant avec la main. C'est une bonne chose. Chaque fois, vous arrivez à un endroit, tout à l'heure quand nous sommes arrivés ici, j'ai d'abord lavé les mains, on m'a donné une solution hydroalcoolique, vous en avez devant vous là, ça veut dire que c'est déjà un pas. Maintenant, on peut faire mieux, comme les enseignants écrivaient autrefois, peuvent faire mieux. Faisons encore mieux pour les masques. Ne pensons pas que c'est la bière que nous achetons à 700 francs qui est primordial. Ce que nous devons faire, c'est d'acheter le masque 500, 1000 francs, et puis on se protège au moins pour être à l'abri de cette pandémie qui a raflé en Italie. Nous avons vu en Espagne et aux États-Unis actuellement. Et en France également. Voilà, direction Allemagne où nous attend le docteur Kenkwem Emmanuel. Docteur, les derniers chiffres, 702 cas. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Oui, déjà, comme Camerounais, vous savez, je suis loin de Cameroun, mais le Cameroun est âgé, le Cameroun a un cœur. Franchement, ça me fait mal, très mal. Pour un pays comme le nôtre, un beau pays, une pandémie qui arrive et qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau élémentaire. Et je pense, comme j'entends tu dire, aussi il y a un problème social et d'information qui n'est pas vraiment qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent ça encore à la légère. Déjà, comme africaine, je suis vraiment touché. Étant donné que, même si nous sommes ici, tout le temps, on suit des informations, on suit comment notre pays, comment ça va, comment ça se porte.
franchement, on est touché avec les chiffres qu'on constate, étant donné aussi le pouvoir de moyens financiers. Voilà. Tout à l'heure, il y a des questions de prise en charge. Voilà. Je peux vous dire, ici, il y a un hôpital. Donc, en fait, on appelle ça RIA. Donc, pour dire que la maladie on va traiter à long terme, RIA clinique, qui a Media Clinic, c'est ici, je suis loin de chez moi même, on a vraiment fait ça pour les cas déjà diagnostiqués positifs. Donc, lorsque vous êtes positif et que vous ne pouvez pas rester chez vous, vous partez dans cette clinique et que vous êtes bien suivi. Donc, disons que pour les gens infectés, la prise en charge est très organisée. Pour dire, l'assurance est là et avec le système de l'assurance, des gens n'ont pas, donc tu n'as pas besoin de déranger qui va s'occuper, non, lorsque tu es malade et puis on gère. Et même chez nous, on a eu un professeur gastro-entérologue, lui-même a été infecté, un professeur. Donc, si ça prend même nous, le grand frère, médecin, ça veut dire que tout le monde peut partir. Je pense nous avons vraiment un danger devant nous, qu'il faut plus la sensibilisation, plus la conscience et plus d'hommes. Mettre tout au top. Ok. Docteur Kwenkhem, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui sont dans l'attente de la solution miracle par rapport au Covid-19? Vous savez, j'ai vu comme dans le réseau, partout, certaines personnes disent avec ceci, c'est là, on peut mélanger, ça va contaminer, ça va tuer, ça va. J'ai vu ça dans beaucoup de places et il y a même des gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour demander est-ce qu'on peut pas traiter ça de moyens traditionnels, et je vous dis non. Comme tout virus, pour tous ceux qui connaissent, ils vont savoir que quand on parle du virus, le traitement est toujours plus difficile que le bactérie. Donc, disent qu'il y a un moyen alternatif, moi je peux vous dire non. Puisque c'est un truc naturel, c'est une infection qui est là, et je pense qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pour nous dire exactement d'où cette pandémie sort. Et bon, moi je ne suis pas épidémiologue. Je pense qu'eux vont vraiment faire des études dans ce sens pour plus nous donner des analyses approfondies. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est d'abord se protéger. Le seul moyen, pour le moment, c'est d'abord se prendre conscience qu'il y a un danger autour de nous et comment nous protéger contre ce danger. Il faut que, je me rappelle, je disais, c'était quand un ami, quand tu sors dehors aujourd'hui, on ne vous dit pas, vous constatez qu'il y a un monstre dehors. Et je pense que c'est ce que tout le monde devait mettre dans la tête. Il y a un monstre dehors et éviter des contacts ou des voyages qui ne vous apportent rien. Donc pour moi, penser à un moyen alternatif ou dire que moyen prophylaxie, comme acheter ceci, cela, c'est faux. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ok. Merci, Dr Kwenkhem, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue en Allemagne. Eric Pépin-Bikaï, votre mot de la fin? Je dirais que par rapport à la mesure du ministère des Transports, on se rend bien compte que le ministre de la Santé, le ministre des Transports sont les seuls membres du gouvernement qui sont les plus actifs par rapport à la lutte au Covid-19, et cette pandémie, je vous l'ai dit. Et c'est l'occasion également pour les uns et les autres, parce que j'ai retenu ce soir les conseils du professeur du Togo, qui dit que dans la gestion d'une pandémie, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a pas de bonnes décisions, il y a les décisions. Je pense que ces décisions sont de nature à sauver des vies. Et le ministre des Transports, en ce qui le concerne, à défaut d'œuvrer pour le confinement total, qui pourrait un peu astreindre l'activité des transporteurs, parce qu'il faut également le dire,
Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs essaient un peu de faire le chantage aux membres du gouvernement parce qu'on a permis qu'il y ait encore de l'activité. Mais si on confine à Douala et Yaoundé, ils n'auront plus les voies de recours pour pouvoir dévier leur voie. Et maintenant, si on constate que le mode de transport, c'est-à-dire les motos et les taxis, peuvent également être des vecteurs de propagation du virus, à défaut, parce qu'il a pris une première décision de pouvoir limiter le nombre de passagers à l'intérieur des engins de transport, que ce soit à l'intérieur de la ville ou interville, même au niveau du chemin de fer, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas tellement de saturation. Et il a été même pédagogue, il allait plus loin, dire que ces mesures sont de nature à décourager le maximum de personnes à se retrouver sur la place publique. Donc à partir de là, leur vis-à-vis devrait comprendre. Mais il y a aussi un problème que je m'en voudrais de ne pas relever ici. La plupart des syndicats de transport ont généralement à leur tête des éminents membres du RDPC. Donc en réalité, le ministre se retrouve embarrassé. Il ne discute pas avec les syndicalistes. Il est en train de discuter avec ses camarades de parti. Et il ne sait véritablement pas quoi faire. Puisqu'il est en face de lui, ses camarades, parce qu'à un moment, les gars vont dire camarades. Et ça compromet un peu toutes les initiatives qu'on peut mettre. Non, c'est connu. Ceux qui gèrent les syndicats de transport au Cameroun sont connus. Ce sont les cadres du RDPC. Ils sont députés, ils sont maires ou délégués du gouvernement. Voilà. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Il faudrait véritablement que les uns et les autres comprennent la nécessité par rapport à cette lutte. On a fait des erreurs au début de cette lutte. On peut encore se rattraper pour limiter le nombre de morts. Merci. On va terminer avec le professeur Didier Koumavi du Togo. Nous sommes bien à Lomé. Professeur, dites-moi, polémique autour des travaux du professeur Raoult, polémique sur un éventuel vaccin sur les Africains. La voie de salut, elle est où pour cette pandémie? La voie de salut, elle est dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder, c'est d'abord les recherches qui sont menées en Afrique d'une manière générale pour que nous puissions disposer de données fiables. Lorsque vous regardez la base de données internationale où on enregistre toutes les recherches, il n'y a que 3 recherches qui sont enregistrées en Afrique, dont 2 en Égypte et une recherche en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est vrai que tous les pays ont adopté l'hydroxychloroquine à un niveau de preuve très faible. Deuxièmement, en ce qui concerne la polémique sur le vaccin, il faut rassurer la population ainsi que les auditeurs en disant qu'il y a eu des propos déplacés qui sont à condamner, mais on ne doit pas perdre notre énergie sur ces propos. La force et le dynamisme avec lequel je vois les collègues s'en prendre, si on mettait cette force dans cette sensibilisation, on aurait déjà gagné une bataille. Parce que l'objectif premier, c'est de réduire le nombre de décès. Et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Il faut que toutes ces personnes qui sont aussi engagées pour condamner participent activement à la lutte. On ne gagne pas une épidémie sans l'aval de la communauté et l'appui de la communauté est nécessaire. Et pour terminer, je dirais tout simplement qu'aucun pays ne fera un tel excès si les conditions éthiques ne sont pas respectées. Voilà un peu ce que je peux dire sur les propos de l'hydroxychloroquine et sur la vaccination proposée. Voilà, merci professeur Didier Koumavi Ekwevi. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, chef département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Merci à vous également, cher monsieur. Juste en 30 secondes, je voudrais paraphraser quelqu'un qui est déjà parti de ce monde, Augustin Frédéric Odok. Il avait dit, lorsque vous vous noyez, accrochez-vous même sur le serpent qui peut vous amener à la rive, quitte à ce qu'il vous mord là-bas, ou alors vous-même, vous tuez ce serpent. Je voudrais donc dire au peuple camerounais qu'actuellement, nous avons en face de nous l'ennemi commun qui est le coronavirus, où chacun doit s'y mettre, chacun doit mettre la main pour construire le mur, la barrière contre ce corona, pour que le Cameroun reste sain et sauf. Parce que si nous atteignons le niveau des autres, nous n'avons pas les moyens capables de nous en sortir. Ok. Merci Eric Pépin Bikaï d'être venu. Oui, c'est moi qui vous remercie, Serge. Et puis beaucoup de courage par rapport à ce que vous faites pour éradiquer cette pandémie. Continuez toujours à abreuver les Camerounais. C'est les experts, hein. C'est les experts. À la bonne source. On les invite, c'est les experts qui parlent. Mais ils n'acceptent pas toujours qu'on y à la porte de tous les journalistes. Ils ont ce désir à venir vers vous. Ça veut dire que forcément vous êtes un homme de grande valeur. Beaucoup de courage à vous.
Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Ne manquez surtout pas l'édition de demain. Equinox Soir, demain, 19h. Bonsoir. Ambam.